Bonjour et merci de nous rejoindre sur Gabon Première. C'est votre rendez-vous hebdomadaire Briser le silence. Avec nous sur ce plateau, Monsieur Mexan Morel Moussa Vunzengi, notre invité. Avec lui, nous parlerons de la drépanocytose. Au Gabon, les porteurs de gènes de la drépanocytose représentent 25% de la population, c'est-à-dire un Gabonais sur 4. La majorité des enfants atteints survivent désormais au-delà de 18 ans grâce à l'amélioration de la prise en charge. Je ne vous en dis pas plus. Monsieur, bienvenue sur Gabon Première. Merci. Alors, avant toute chose, je vous prie de vous présenter à nos téléspectateurs. Ok, je suis Moussa Vunzengi Mexan Morel. Je suis responsable communication dans une entreprise de la place et drépanocytaire. J'ai 35 ans. Alors, à quel âge a été découverte votre maladie ? À l'âge de 2 ans, j'ai grandi avec mon papa qui était également drépanocytaire. Et c'est lui qui m'a tout appris comment vivre avec la drépanocytose. Comment vivez-vous alors cette situation ? Difficile. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai été diagnostiqué depuis l'âge de 2 ans. Et c'est une situation assez compliquée. J'aimerais répondre à cette question en racontant mon histoire. Il y a quelques années de cela, à peu près 2010, j'ai été diagnostiqué d'une nécrose. Donc la nécrose, c'est une malformation au niveau des hanches. Donc j'ai eu des têtes de fémur au niveau des hanches qui étaient totalement brisées, détruites. Et là, je suis devenu infirme. Pourtant, je suis né avec mes deux pieds, mes 2 hanches, et j'ai été infirme. J'ai été infirme pendant un bon bout de temps, 1 an à peu près. Et pour la petite histoire, un soir, je me suis retrouvé paralysé sur mon lit. Je me suis retrouvé paralysé sur mon lit. Et là, quand je me réveille, je voulais aller uriner. Je me rends compte que j'arrive pas à bouger, j'arrive plus à bouger. Et là, j'avais des douleurs atroces qui me traversaient les hanches. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passait? J'ai crié, j'ai appelé mes grandes sœurs. Donc, elles sont arrivées, elles m'ont posé la question, qu'est-ce qui se passe? J'ai expliqué. Et elles ont alors là appelé mon défunt papa qui est arrivé par la suite. Il a cherché à comprendre ce qui se passait. Et alors là, ils ont appelé un médecin qui est venu directement à la maison. Le médecin a fait entendre que j'avais des nécroses, il fallait que je me fasse urgemment opérer. C'était dû à la drépanocytose? C'était dû à la drépanocytose. En fait, le sang n'arrivant pas au niveau des hanches convenablement a causé, je vais dire, un déficit, donc a détruit les têtes de fémur. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Alors là, même pour aller à la douche, il fallait que mes sœurs et mes mères m'accompagnent jusqu'à la douche. C'était vraiment compliqué. J'avais plus en réalité d'intimité. C'est maman qui me faisait la douche, ce sont les grandes sœurs qui me faisaient la douche. Alors, il fallait qu'on m'amène sur Libreville parce que j'étais à Port-Gentil. Là, ce qui m'a sauvé, c'est une de mes mères qui était responsable dans l'une des agences, l'une des aviations au niveau de Port-Gentil. Elle a amené un frère qui m'a soulevé. Alors ils m'ont dit, supporte, il faut vraiment qu'on t'emmène à Libreville, autant pour moi. Et ils m'ont soulevé, ils m'ont mis dans l'avion, elle m'a mis sur le dos, elle m'a mis dans l'avion. Quand je suis arrivé à Libreville, c'est ma maman qui me reçoit. Alors là, on m'a amené dans une clinique de la place. J'étais vraiment fatigué et je faisais une fièvre. J'étais à plus de 40 de fièvre. Je suis arrivé à 9h dans l'une des cliniques de la place. Alors quand j'arrive, on demande à voir le docteur. Le docteur a demandé 900 000 francs cash. Il fallait 900 000 francs cash avant de me voir. Alors là, maman a dit, ok, on n'a que 400 000 francs. On n'a que 400 000 francs, donc prenez d'abord les 400 000 francs et son papa, le lendemain, va envoyer les 500 000 francs. Je vous assure que c'était compliqué parce qu'ils ne m'ont même pas reçu. Je suis resté là et je suis arrivé à Libreville à 9h. Sachant que la fièvre, c'est l'ennemi d'une personne. J'ai envie de dire la fièvre, c'était la meilleure chose que j'avais ce jour. Parce que le plus difficile pour moi, c'était les douleurs. Ces douleurs, lorsque je veux expliquer cette douleur, je prends souvent l'image des barres de fer. Vous voyez les barres de fer de construction. Si j'essayais de vous l'implanter dans le pied
donc avec force, d'accord, pour que ça ressorte de l'autre côté. C'est cette image que j'essaie souvent de donner un peu. Elles étaient atroces, elles étaient violentes. Donc j'ai envie de dire que la fièvre, c'était ce que j'avais de meilleur en ce moment-là, parce que les douleurs, c'était vraiment invivable. C'était vraiment invivable. D'abord, en tant que drépanocytaire, les douleurs de la drépanocytose ne nous laissent pas respirer. C'est vraiment violent. Ajouté aux douleurs de la nécrose, mélanger ce qui expliquait en quelque sorte ma paralysie en fait. Donc j'arrive sur chaise roulante. Et quand j'arrive, on me dit, le docteur n'est pas là, il faut 900 000 francs. Il faut 900 000 francs pour qu'on vous prenne en charge. Je vous assure qu'on a patienté jusqu'à 18 h. Jusqu'à 18 h, le docteur n'est pas arrivé. Mais comme c'est une clinique où on me connaissait quand même, il y avait quand même des personnes avec qui je discutais. Il y a quelqu'un qui m'a soufflé que non, en réalité, le docteur est là, mais ils veulent voilà, ils veulent de l'argent. Là, maman a dit, bon, vu que l'état s'aggrave, parce que ça n'allait pas, elle m'a soulevé, elle m'a emmené dans une autre structure de la place, une structure publique. Comme j'arrivais pas à descendre du véhicule, là, je vous épargne vraiment les détails, hein, parce que sinon on va vraiment rester, on va passer toute la journée. Comme j'arrivais pas à descendre du véhicule, elle a dit, elle devait d'abord aller au hall, donc essayer de discuter, expliquer un peu la situation. Elle est allée, quand elle arrive, elle a montré les dossiers, on l'a fait comprendre que non, il fallait que je me fasse d'abord opérer. Donc que je rentre à la maison, que je me fasse opérer, et par la suite, je devais revenir et tout. Voilà, la prise en charge. Elle a dit que c'est pas possible. Qui va m'opérer déjà à la maison et qui va prendre soin de moi à la maison. Bon, bref, là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a fait descendre du véhicule, elle m'a mis sur la chaise roulante et elle m'a abandonné au hall. Elle m'a abandonné. Donc quand ils m'ont vu au hall, ils ont commencé à paniquer. Donc ils m'ont pris, ils m'ont mis, je me rappelle, ils m'ont emmené en réanimation. J'ai fait deux semaines en réanimation. Et là, c'était juste le début du calvaire en fait. Ça a commencé simplement. Après les 2 semaines, j'ai été admis aux urgences. J'ai passé à peu près 2 autres semaines aux urgences. Et là, votre maman venait ? Ma maman était avec moi. Déjà pour la petite histoire, papa, il vivait à Port-Gentil. Et ici à Libreville, j'étais avec maman. Donc c'est maman qui m'accompagnait à Libreville. Donc papa, lui, la grâce qu'on avait avec papa, c'est parce qu'il avait des contacts. Donc il essayait d'appeler un peu, toucher ses contacts. Et maman, elle m'accompagnait. Et justement, en parlant de maman, la difficulté que j'ai eue quand je suis arrivé dans cette structure hospitalière, c'est que maman n'avait pas accès, elle ne devait pas rester à côté de moi. C'est-à-dire, elle devait rester dehors. Voilà, elle devait rester dehors. Donc, elle ne pouvait pas autant pour moi être à côté de moi. Et j'avais des douleurs au point où, lorsqu'on me mettait des anti-inflammatoires, ça ne calmait pas. Ça ne calmait pas. Ils ont tout mis, ça ne calmait pas. Et je me suis dit, bon, parce que l'un des docteurs m'avait fait comprendre qu'il ne fallait pas que parce que ça avait commencé par ce pied droit, il ne fallait pas que je m'appuie sur ce pied droit. Parce que, soi-disant, l'os devait sortir de l'autre côté. Et ça pouvait être vital pour moi. Et le plus difficile, c'est que le pied gauche débutait, et quand ça débutait, c'était encore plus difficile que... Voilà. Donc, et là, j'avais vraiment mal. Je me suis dit, bon, ok, maman n'est pas là. Elle venait guetter de temps en temps, mais elle n'avait pas accès. Alors, je me suis dit, je vais arrêter de manger. Je vais arrêter de manger, au moins, je ne vais pas avoir à aller au sel. Je ne vais pas avoir à m'appuyer sur mes jambes, etc. Tout ça. Et je vous assure que je n'ai pas mangé pendant plus d'1 semaine. Je n'ai même pas fermé l'œil. Je n'ai même pas fermé l'œil 1 minute. J'ai fait toute 1 semaine, jour et nuit. Sans dormir, sans manger. Manger et sans dormir. Et dans toutes ces crises, comment vous avez fait pour aller à l'école aujourd'hui? Vous travaillez, comment ça s'est passé? Déjà, je travaillais dans une structure de la place, je garde le nom. Je travaillais et j'étais l'un des meilleurs, même je vais dire ça comme ça. Et je travaillais avec un 3e pied, j'avais une béquille. Ce que j'ai dû subir là déjà, c'est que j'avais perdu les gens autour de moi. J'avais perdu des gens, j'avais perdu ce que je pensais être mes amis. Voilà. Mais je remercie et j'ai envie de profiter par cette émission de remercier également 3 personnes. Ces 3 personnes, ce sont des personnes qui m'ont conduit dans en dehors de mes parents, qui m'ont conduit également qui m'ont accompagné. Ce sont des personnes, on n'est pas frères de sang,
mais on est des amis. On s'est rencontrés lorsque je faisais de la musique avant, nous nous sommes rencontrés. Ce sont ces personnes qui m'ont soutenu. Alors que d'autres personnes me tournaient le dos, ces personnes étaient toujours là en fait. Donc lorsque je me retrouvais seul avec maman, parce que papa n'était pas là, je pouvais compter, je pouvais appeler et ils étaient là. Et je remercie déjà ces personnes. C'était compliqué. Au niveau du travail, j'ai dû arrêter le travail. Je vous promets que c'est pas facile d'abord. Déjà, le déplacement pour aller en Tunisie, c'était vraiment pas facile. On était à peu près dans les 40 millions. Et la CNAMGS, j'ai envie de dire, la grâce également, c'est qu'un de mes grands-pères était responsable également à la CNAMGS. Et il y avait des contacts du docteur, il y avait des contacts de papa, etc. Voilà, c'était un peu plus facile, mais ce n'est pas facile pour tout le monde parce que je suis là en tant que drépanocytaire, mais il y en a qui n'ont pas ces opportunités également. Il y en a qui souffrent. Moi, je connais ce matin, il y a quelqu'un qui m'a écrit parce que, pour la petite histoire, nous avons un forum également de drépanocytaires. Il y a quelqu'un qui m'a écrit ce matin pour me dire que non, je veux que tu introduises dans le forum une dame, elle est à OIM. Elle vient de diagnostiquer, on vient de diagnostiquer son fils drépanocytaire. Je connais des familles où ils sont à 4 drépanocytaires, 5 drépanocytaires. Et dans votre famille, puisque papa était drépanocytaire, vous êtes combien à porter la tare ou vous êtes le seul? Du côté de mon papa, je suis l'unique. Je suis l'unique. Du côté de maman, nous sommes à 2 et là-bas, le deuxième, il n'est pas drépanocytaire. Donc quand j'ai perdu papa, je suis resté seul. Donc j'ai des neveux, j'ai des frères, mais ils ont toujours essayé de m'aider, de m'accompagner comme ils peuvent. Souvent, je crois également que l'une des solutions pour nous, c'est également la compagnie, la bonne compagnie. Le bon ami à côté, c'est ce qui nous aide également. Donc, ça n'a pas toujours été facile, mais c'est la grâce de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc, nous allons marquer une pause et suivre ensemble ce témoignage de quelqu'un que vous connaissez bien, qui lui également est drépanocytaire et même le suivi médical dans une structure de la place. Regardons. Alors, nous vivons, déjà pour moi et pour tous les drépanocytaires, n'est-ce pas, qui existent, plusieurs difficultés. Vous devez savoir déjà que la drépanocytose, n'est-ce pas, c'est la maladie de la douleur. Voilà, et donc, la douleur, nous la ressentons non pas à un endroit bien précis, voilà, mais partout dans le corps et tout, voilà. Et donc, la souffrance n'est pas seulement physique, elle est aussi psychologique, elle est aussi financière, voilà, et elle relève aussi même de l'attention, du manque d'attention, j'allais dire. Donc, c'est un peu complexe, voilà, de vivre avec la drépanocytose. Alors, la prise en charge, parce qu'il s'agit des cliniques, d'accord, nous dirions que ça peut, n'est-ce pas, ça peut aller. Pour le cas, n'est-ce pas, du docteur Bizot, voilà, qui me suit et qui nous suit déjà, nous sommes nombreux, n'est-ce pas, avec lui, qui nous suit. La prise en charge, elle est bonne, voilà, dans la mesure où le drépanocytaire peut être surpris déjà par des crises. Donc, lorsque nous arrivons à l'hôpital, lorsque nous arrivons, n'est-ce pas, en clinique, nous sommes déjà bien reçus. C'est le tout premier traitement du drépanocytaire, du patient drépanocytaire. Voilà, ce sont tous mes traitements. Nous sommes très bien reçus. Voilà. Et puis, les médicaments, voilà, tout ce qu'il faut pour le patient drépanocytaire nous sont souvent d'abord administrés, c'est-à-dire ceux qu'il y a à la clinique nous sont d'abord donnés. Voilà. Et puis, par la suite, on nous fait une ordonnance, c'est ce qu'il faut. Et voilà. Mais sinon, pour la majorité des cas, lorsque nous arrivons en clinique, tout se passe bien. Voilà. De la douleur à la stabilisation, la douleur, ça se passe très bien. En réalité, il n'y a pas assez de spécialistes, n'est-ce pas, dans le domaine au niveau du Gabon. Déjà, être drépanocytaire, c'est quelque chose, mais être drépanocytaire au Gabon, c'en est une autre. Voilà, c'en est une autre souffrance. Et donc, à son absence, si nous n'avons pas le soutien de l'État, si nous ne sommes pas accompagnés, n'est-ce pas, par l'État, si nous n'avons pas une structure de recherche, n'est-ce pas, de prise en charge, c'est la question qu'on se pose. Voilà, on se demande quel est notre avenir, est-ce qu'on va continuer de vivre, est-ce que la prise en charge sera toujours prise, c'est la question qu'on se pose tous. Elle est complexe, voilà, elle est très complexe, la drépanocytose. Vivre avec elle, cela relève de, je ne sais pas, j'ai envie de dire de l'impossibilité, mais bon, avec Dieu, n'est-ce pas, c'est possible. J'aimerais terminer dans ceci. Quand on est drépanocytaire, n'est-ce pas, on peut ne pas bien suivre ses cours,
Voilà, en ce qui me concerne, je suis étudiant, par la grâce de Dieu, en première année de master. Voilà, quand on est drépanocytaire, on peut ne pas travailler, voilà, parce qu'elle connaît plusieurs complications. Voilà, et donc ça peut nous paralyser dans plusieurs domaines. La drépanocytose, elle est pluridisciplinaire et donc elle attaque plusieurs domaines, n'est-ce pas, du corps. Mais quand on le tient, cela est possible, la grâce de Dieu. Et surtout, si on pense à nous, en nous faisant, n'est-ce pas, nous construisons, n'est-ce pas, un établissement, voilà, spécialisé dans le domaine, c'est possible de vivre avec bien plus longtemps. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Gabon Première et vous regardez votre émission Briser le silence. Alors, au niveau de la prise en charge, vous êtes rentré de la Tunisie. Comment ça se passe au quotidien? J'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de prise en charge. Mis à part la CNAMGS, qui nous accompagne plus ou moins, mais c'est pas suffisant, c'est pas vraiment suffisant pour nous. Parce que je parle pour moi, mais je parle également pour des drépanocytaires. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, je connais des familles qui sont vraiment démunies. Donc, un drépanocytaire peut se retrouver 1 mois, 2 mois, 3 mois hospitalisé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait 5 mois à l'hôpital. Et il y a la semaine dernière, j'étais à la clinique, j'ai vu une amie qui a fait à peu près 3 mois à l'hôpital. Donc, prise en charge, on a vraiment besoin d'une prise en charge, on a vraiment besoin d'être accompagné pour les hospitalisations. Pour les médicaments, c'est vrai qu'il y a le statut ALD, mais je veux souligner un point quand même. La CNAMGS, on a accès à la CNAMGS dans certaines structures publiques. Mais pour nous, les drépanocytaires, on évite les structures publiques en fait. On évite au maximum les structures publiques. Pourquoi? C'est la bonne question. Parce qu'en réalité, j'ai fait mon témoignage tout à l'heure là. J'ai énuméré, en réalité, j'ai caché, mais j'ai parlé de certaines structures hospitalières. Il y a des structures publiques à l'intérieur. Le constat fait, c'est quoi? C'est que dans ces structures, ce qui est fait, c'est juste, on nous réhydrate. On nous réhydrate, ils essayent de calmer comme ils peuvent les douleurs, mais ça ne marche pas souvent. Moi, il y a des moments, récemment, j'ai dit à un moment, bon, écoute, s'il y a des charges, nous on part. On va dans ces structures à cause de, on va dire, la gratuité entre griffes. Mais on ne trouve pas souvent la santé, j'ai envie de dire ça comme ça, on ne trouve pas souvent le traitement adéquat. C'est dû à quoi? Au manque des médecins spécialistes? Oui, j'ai envie de dire c'est dû au manque de spécialisation. Parce que y a des traitements qui sont apportés qui ne sont pas appropriés, justement. Et c'est justement ça. Mais par contre, quand on arrive chez le docteur Bizot, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a comme un traitement magique. Il y a comme un traitement magique qui sait calmer la douleur. Et ce traitement qu'on ne retrouve pas partout. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a interdiction. On ne peut pas dire aux docteurs dans les hôpitaux publics, faites ceci, faites cela, parce qu'ils ont fait l'école pour ça. Mais ça ne suffit pas souvent à calmer les douleurs. Donc nous, on a tendance à aller dans les cliniques. Moi, je vais pas, quand j'ai une crise, je ne vais pas aller à Mylène, je ne vais pas aller à l'hôpital général, je vais chez le docteur Ando. Mais malheureusement, il n'y a pas la CNAMGS forcément chez le docteur, là je parle du docteur Ando, mais dans certaines cliniques, je ne sais pas trop. Déjà au Gabon, je ne pense pas qu'il y en a d'autres. Je ne pense même pas, je reviens de Port-Gentil, je suis en contact avec d'autres qui sont à l'intérieur du pays. Je ne pense pas qu'il y a d'autres comme le docteur Ando. Des structures spécialisées? Non, il n'y a pas. Donc, on a besoin que déjà ce docteur soit accompagné également par rapport à la CNAMGS, par rapport à d'autres besoins qu'il pourrait énumérer lui-même. Mais par rapport à l'accompagnement, ce n'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. Et je connais des familles, même pour manger, c'est compliqué. Alors qu'un drépanocytaire, son alimentation est très importante. Son alimentation, où il dort, où il mange, ce qu'il mange, autant pour moi, ce qu'il boit, l'environnement autour est très important parce que la crise peut être déclenchée par n'importe quoi. Alors nous acheminons progressivement vers la fin de cette émission. Peut-être un mot d'encouragement envers ces personnes qui souffrent dans le silence, qui vivent des situations compliquées suite à cet état de maladie.
un message envers. Ok. Ce que j'ai envie de dire, c'est aussi un témoignage. Si je suis là aujourd'hui, si vous me permettez l'expression, c'est prophétique. Prophétique pourquoi? Prophétique parce que la condition pour que je me relève, c'était que je sois là. En fait, à cette émission aujourd'hui, mais il y a d'autres événements qui s'annoncent. Parce que j'avais dit au Seigneur, si tu me guéris, je rendrai témoignage pour toi. Et ce n'est pas facile, mais j'ai envie de dire que les médecins soignent, mais Jésus guérit. Ma force aujourd'hui, si je suis vivant aujourd'hui, si je parle avec vous, ce n'est pas parce que je suis meilleur que quiconque. C'est parce que la grâce de Dieu repose sur moi. C'est parce que je me suis attaché à Dieu. Alors j'ai envie de dire à un malade de la drépanocytose, j'ai envie de dire à une maman, parce que le plus souvent ce sont les mamans qui sont juste à côté. Maman, elle m'a accompagné partout et elle a souffert avec moi. C'est pas par plaisir, mais j'ai envie de dire, c'est une grâce. Les mamans, les enfants, les malades, la solution en ce moment, c'est Jésus de Nazareth. La solution, c'est le Saint-Esprit, c'est de s'attacher à Dieu. Et je crois que dans les moments difficiles, il est la personne qui nous donne la force de traverser l'ombre de la vallée de la mort. Donc, restons focalisés sur Christ et espérons également que les portes au niveau de nos doléances, au niveau de l'État, au niveau des structures spécialisées s'ouvrent. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous arrivez de vouloir faire un enfant, vous allez longuement réfléchir ou connaître le statut de votre partenaire avant de pouvoir décider de faire un enfant? C'est quelque chose de très important. Tout à l'heure, vous avez parlé de 25% de la population. J'ai envie de dire qu'on est un peu plus. J'ai envie de dire qu'on est un peu plus. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a de l'amour, les risques de la drépanocytose sont là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'on rencontre de l'amour, la première chose, c'est savoir son statut électrophorèse. Donc, ça veut dire que si je veux faire un enfant, il faut que je sache avec qui, justement. Parce que ce qui fait la maladie, c'est la présence de l'hémoglobine, donc de l'hygiénocyte S. Donc, il faut que je me marie avec une AA. Si je me marie avec une AA, j'ai la grâce de faire des enfants AS. Maintenant, si j'épouse une AS, étant SS, donc le S chez moi et le S chez elle vont former un drépanocytaire. Donc, j'ai également envie d'attirer l'attention de tout le monde. Il ne s'agit pas de moi simplement aujourd'hui, il ne s'agit pas du voisin simplement. Même toi qui me regardes, j'ai envie de le dire, si tu aimes et si tu comptes aimer, il faut savoir qui tu épouses. Avec qui tu te lis en fait. Parce que ça peut être ton histoire demain, ça peut être l'histoire de ton frère, de ton enfant même demain. Donc savoir son statut électrophorèse, c'est très important. Ok, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Peut-être un dernier mot avant de nous séparer. Un dernier mot, merci de nous avoir reçus dans cette émission. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse cette émission davantage. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous étions sur ce plateau avec M. Morel Mexan Moussavounzingui. Avec lui, nous avons parlé de son vécu avec la drépanocytose et également la prise en charge médicale. Pour la fin, je souhaiterais simplement dire que les personnes vivant avec cette maladie ont besoin d'une prise en charge complète et d'un hôpital spécialisé afin de garantir une longue et paisible vie. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne suite de programme sur Gabon Première.